الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Donc je reprends l'exercice 1 de la série numéro 3 électricité SMP et S2. Dans cette série d'exercices, je rappelle qu'il s'agit d'étudier le calcul du champ électrostatique ou bien du potentiel créé par des distributions de charge continues, des distributions continues de charge qui peuvent être volumiques ou surfaciques. Utilisation donc pour le calcul du champ, utilisation du théorème de Gauss. Alors l'exercice 1 qu'on a déjà exposé mais qu'on n'a pas terminé, il concerne une distribution de charge volumique dans un cylindre d'axe OZ de rayon R et de longueur infinie. La densité de charge est positive. Dans les calculs, on va utiliser les coordonnées sphériques, les coordonnées cylindriques R, θ, Z, avec la base ER, Eθ, EZ. La première question, c'est quelle est la direction du champ électrostatique en tout point de M de l'espace? Alors, pour répondre à cette question, nous avons tout d'abord à rappeler certaines informations mathématiques au sujet des coordonnées cylindriques. Bon, le vecteur OM en coordonnées cylindriques s'écrit comme étant OM est égal à RER plus ZEZ et que sa différentielle D de OM est égal à D de RER plus R D de θ Eθ plus D de Z EZ, c'est-à-dire que c'est la différentielle du produit RER plus la différentielle de Z D de Z. Pour le produit, c'est D de RER, comme on le voit ici, plus R D de ER. Et D de ER, c'est D de θ Eθ. Bien. Donc, à partir de la différentielle D de OM, on voit bien que lorsque R est une constante, nous décrivons alors la surface latérale. Un élément de surface latérale s'écrit par le produit D de R, s'écrit D de R étant égal à 0, R dθ D de Z. Et un élément de surface de la base, c'est-à-dire lorsque Z égale constante, c'est-à-dire une surface par exemple horizontale, D de SB est égal à plus ou moins RD de R D de θ, c'est-à-dire lorsque Z égale constante, D de Z égale 0, il reste donc le produit de R de θ fois D de R. Bien. Alors, pourquoi on a mis ici plus ou moins? Parce que nous considérons que l'origine, que le vecteur base ici, le vecteur base le vecteur D de S base ici est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface. Il est dirigé vers le haut pour la surface de base supérieure et dirigé vers le bas pour la surface base inférieure. C'est-à-dire il va dans le même sens que EZ pour la surface d'en haut et il va dans le sens opposé pour la surface de base en bas. Pour l'élément de volume, D de taux est égal au produit de ces éléments différentiels. Donc c'est R, D de R, D de θ, D de Z, comme on le voit ici. Bien. Maintenant, si je prends un point M de l'espace, je vois que si, admettons donc que l'axe OZ est un axe vertical, si je prends un plan horizontal qui passe par
donc qui est perpendiculaire à EZ. Lorsqu'il est perpendiculaire à EZ, c'est-à-dire le plan MER Eθ, c'est ce plan-là, alors c'est un plan de symétrie parce qu'on a parce qu'il divise le cylindre en deux parties, la partie d'en haut et la partie d'en bas, et ces deux parties sont symétriques l'une de l'autre par rapport à ce plan-là qui est horizontal et qui passe par le point M. Donc le champ, d'après ce que nous connaissons ici, donc on sait que le champ électrostatique en M se trouve dans ce plan, c'est-à-dire qu'il peut s'exprimer à l'aide des vecteurs ER et Eθ. Mais bien. Alors, maintenant, si je prends un plan vertical qui passe par M et qui contient l'axe OZ, puisqu'il contient l'axe EZ, donc il divise le cylindre en deux demi-cylindres verticalement, et que ces deux demi-cylindres sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Donc il s'agit ici d'un plan de symétrie qui contient l'axe EZ. Donc le champ électrostatique au point M est un vecteur qui est contenu dans ce plan, c'est-à-dire qu'il a des composantes suivant EZ et suivant ER. Alors le même champ a une composante selon ER et Eθ, mais ici il a une composante selon ER et EZ, donc sa composante selon EZ et selon Eθ sont nulles, donc c'est un champ radial, il est de direction ER. Alors maintenant que le champ est de direction ER, on peut alors écrire E au point M est égal à E de M suivant ER. Mais bien. Deuxième question, montrer que la valeur du champ électrostatique ne dépend que de R. Alors, on va regarder alors le point M, soit un point M qui se trouve n'importe où, un point M de l'espace. Alors, ces composantes sont R, θ et Z. Si je fixe une composante, par exemple, si on fixe la composante Z, si je fixe la composante Z, par exemple, alors le point M si on fixe deux composantes, si je fixe le champ M est un champ radial. Tout d'abord, il est radial. Donc, si je fixe la coordonnée θ et je fais varier Z, c'est-à-dire que le point M est un point donc qui est dans le plan horizontal, dans le plan vertical, passant par EZ. En se déplaçant, lorsque je fixe la coordonnée Z du point M, alors je répète, soit un point M de l'espace, ses coordonnées sont R, θ et Z. Alors, lorsque je fixe θ et je fixe R et je fais varier uniquement Z, le point M se déplace parallèlement à EZ, mais il reste à une distance fixe par rapport à EZ. Il se déplace le long de EZ. La répartition des charges dans l'espace
Alors le point M, dans ces conditions-là, est une répartition invariante. C'est une répartition invariante parce que le cylindre est infini en regardant en haut et en bas, à gauche, à droite du point M, on voit toujours la même distribution de charge. Donc le champ ici ne dépend pas de la coordonnée Z. Maintenant, le point M est dans l'espace, je fixe la coordonnée Z et R et je fais varier uniquement θ. Donc le point M fait une rotation de rayon, décrit une circonférence de rayon petit r qui peut être supérieur ou inférieur à grand R autour de OZ. En faisant cette rotation-là, la distribution de charge reste toujours invariante. Parce qu'en regardant toujours en haut, puisque le cylindre est infini, alors en regardant en haut, en bas ou dans les deux sens, à gauche et à droite, on voit la même distribution de charge. La distribution de charge est invariante. Elle est invariante donc par variation de θ. Elle est invariante par rapport à la variation de Z. Donc, le champ E ne dépend ni de Z ni de θ. Il ne dépend que de R. Et on peut alors dans ces conditions-là écrire que E de M est égal à E de R, ER. En conclusion faite, les symétries de distribution de charge déterminent la direction du champ et les invariances de distribution de charge déterminent les variables dont dépend le champ. Bien, la troisième question, en utilisant le théorème de Gauss et en précisant une surface, en précisant la surface utilisée, calculer le champ électrostatique dans les deux conditions suivantes, pour R supérieur à grand R et pour R inférieur à grand R. Donc, ici, on cherche à donner une expression au champ E de M en fonction de R. Dans les deux cas, le point M est à l'intérieur du cylindre et le point M est à l'extérieur du cylindre. Bon, alors les symétries et les invariances permettent donc d'obtenir ce résultat comme on vient de le dire. La surface de Gauss à choisir pour déterminer l'expression du champ sera alors un cylindre fini de hauteur H et de rayon R. C'est un cylindre fini de hauteur H et de rayon R. Alors ce R peut être inférieur ou supérieur à grand R. Et nous savons que d'après le théorème de Gauss, que le flux du champ E à travers la surface fermée est égal à la charge intérieure, à la surface divisé par epsilon 0. Ici, nous avons un cylindre de hauteur H et de rayon R. Le calcul du flux du champ E à travers la surface du cylindre, il est égal au flux du champ E à travers la surface latérale plus le flux du champ E à travers la surface base supérieure par exemple, plus le flux du champ E à travers la surface base inférieure. Bien. Il est clair. Ceci, on peut le voir ici dans ce schéma. Voilà le cylindre chargé de rayon grand R. C'est ce cylindre-là du milieu. Et nous avons un cylindre de... Si le point M est à l'intérieur du cylindre, on va choisir ce cylindre-là. Toujours de hauteur H et de rayon petit r. Ici, le point M est à l'extérieur du cylindre, on doit choisir ce cylindre-là, de hauteur H et de rayon petit r qui est supérieur à grand R. Bien.
savons que une surface élémentaire sur les bases s'écrit sous la forme suivante, c'est-à-dire que D de SB est de direction EZ, comme le champ E est de direction ER qui est perpendiculaire à EZ, donc sur les bases, nous avons le champ, le flux du champ à travers les surfaces bases est nul. Il reste alors que le flux total à travers du champ E à travers la surface du cylindre est égal seulement au flux à travers la surface latérale. Ce flux-là, une fois le produit scalaire effectué, on obtient ce flux donc est égal à E de R, ER, D de SL, ER. Si je remplace D de SL par son expression, c'est-à-dire R de θ dz, on obtient donc, puisque E de R, on intègre suivant θ et suivant θ et suivant z, la variable R étant considérée comme constante, on obtient donc que le flux est égal à E de R fois la surface latérale du cylindre, c'est-à-dire de πRh. Bien. Alors, pour obtenir l'expression du champ électrostatique, on doit faire les calculs en distinguant deux cas de figure. Le cas où M est à l'extérieur du cylindre, c'est-à-dire petit r est supérieur à grand R. Dans ces conditions-là, la charge intérieure est égale à l'intégrale sur le volume du cylindre de rayon R et de hauteur H de τ. Comme ρ est une constante, on peut le faire sortir. On obtient alors ρ pi r carré H. Parce que si je remplace d de τ par son expression, en intégrant, on obtient cette expression-là. D'après le théorème de Gauss, phi est égal à Q intérieur sur epsilon 0, on obtient alors que le champ E de R est égal à ρ r carré sur 2 epsilon 0 petit r, c'est-à-dire en vecteur, en expression vectorielle, que le champ E est égal à ρ sur 2 epsilon 0 fois r carré sur petit r ER. Ceci donc est valable pour tout R supérieur ou égal à grand R. Si M est à l'intérieur du cylindre, c'est-à-dire petit r est inférieur à grand R, la charge intérieure Q intérieur donc est égale à l'intégrale de ρ d τ. En remplaçant d τ par son expression, on obtient donc ρ pi r carré H. Parce que le d τ ici, l'intégrale sur d τ, nous avons petit r qui est limité par la valeur du rayon du cylindre de Gauss choisi. Donc on obtient pi r carré H. Et d'après le théorème de Gauss, qui s'exprime à l'aide de la relation suivante, on obtient donc que le flux est égal à l'expression ici, qui est égal donc à l'expression fonction de E de R sous cette forme, qui donne finalement le champ E de R est égal à ρ R sur 2 epsilon 0 ER pour tout R inférieur ou égal à grand R. Il est clair d'après les deux expressions ici que le champ en R+, c'est-à-dire juste à la limite supérieure de R, est égal au champ à la limite inférieure de R, qui est égal donc à ρ R sur 2 epsilon 0 ER, c'est-à-dire que le champ électrostatique est la continuité du champ électrostatique à travers l'interface du cylindre chargé entre l'interface cylindre chargé et son extérieur. Bien. Le calcul du potentiel, comme on l'a vu avant,
Donc on demande de calculer le potentiel à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre et on impose la condition V égale 0 pour tout R, pour R est égal à 0, c'est-à-dire que le potentiel est nul sur l'axe du cylindre. Alors, on sait que le champ E est lié au potentiel par la relation E égale moins gradient de V, et puisque le champ E ne dépend que d'une seule variable R, alors le potentiel V ne dépend aussi que de la variable R, c'est-à-dire que d de V sur dθ égale 0 et d de V sur d de z égale 0, et on obtient alors que E est égal à moins d de V sur d de R ER. Alors d'après cette expression-là, on voit que pour tout R supérieur à grand R, nous avons le champ E qui est égal à cette expression est égal donc à moins d de V sur d de R suivant ER, ce qui montre alors que V est égal à moins l'intégrale de l'expression du champ d de R, qui donne finalement que le potentiel V est égal à moins ρ r carré sur 2 epsilon 0 ln de R, c'est-à-dire l'intégrale de d de R sur R, plus une constante, puisqu'on a intégré donc plus une constante. Cette relation est valable pour tout R supérieur à grand R. Lorsque R est inférieur à grand R, je remplace le champ par son expression dans l'intégrale et j'obtiens donc V est égal à moins ρ r carré sur 4 epsilon 0 plus une constante pour tout R inférieur à grand R. Avec la condition V de 0 égale 0, on obtient donc que V est égal à moins ρ r carré sur 4 epsilon 0, c'est-à-dire l'expression du potentiel à l'aide de cette relation-là, parce que cette relation est valable pour tout R inférieur à R, c'est-à-dire lorsque R est égal à 0 est valable ici. Donc il nous donne cette relation. Alors la condition de continuité en R égale grand R impose que le potentiel ici, lorsque petit r est égal à grand R, est égal au potentiel ici, lorsque petit r est égal à grand R. Ce potentiel contient la constante suivante que l'on peut calculer à l'aide de cette relation-là. On obtient alors finalement que le potentiel V de R est égal à moins ρ r carré sur 2 epsilon 0 facteur de ln de R sur R plus 1 demi pour tout R supérieur à grand R. Bien. Donc ici, on a intégré le champ E pour obtenir deux expressions du champ qui donnent donc deux expressions pour le potentiel, mais la continuité du potentiel à l'interface cylindre extérieur permet, en plus on a deux constantes, en plus de la condition du potentiel en 0, permet donc d'évaluer les deux constantes et d'obtenir donc l'expression du champ, l'expression du potentiel à l'extérieur et à l'intérieur du cylindre. Bien. Bon, la cinquième question. Dans cette cinquième question, on admet que la densité de charge ρ, qui est toujours positive, et s'exprime, n'est plus constante, elle dépend de R. Lorsque R est inférieur à grand R, bien sûr, parce que on est dans le cylindre, la charge est portée par le cylindre de rayon grand R. Donc, lorsque ρ dépend de petit r, alors les intégrales faites pour calculer le champ doivent être... on ne doit plus faire sortir la densité de charge ρ. Et il est clair que les symétries et les invariances ne sont pas modifiées lorsque ρ dépend de R. De plus, pour la surface de Gauss, elle reste toujours la même que celle utilisée dans la question
de flux du champ est invariant, il reste à calculer uniquement la charge intérieure. Alors la charge intérieure, est égale donc, alors comment faire lorsqu'on est à l'intérieur du cylindre, alors la charge intérieure est égale à ρ0 de pi sur 3r HR3. Comment donc c'est l'intégrale de ρ de taux. Je remplace d taux par son expression et je remplace ρ par son expression. ρ0 est égal à ρ R' sur grand R, c'est-à-dire si je suis au point d'intégration de rayon R', qui est inférieur à petit r, et j'intègre de 0 à petit r, les R' ici, dθ c'est de pi, et d de z c'est h, et cette intégrale, c'est l'intégrale de R' au carré de 2R, qui donne donc R3 sur 3. Et j'obtiens donc ce résultat. D'après le théorème de Gauss, nous savons que on obtient donc que le champ E de R est égal à ρ0 sur 3 epsilon 0 grand R, R carré de R. Voilà. Donc ici, on a fait le calcul uniquement pour R inférieur à grand R. Parce que pour tout R supérieur à grand R, on peut obtenir le résultat. Si petit r est supérieur à grand R, la charge intérieure se calculera aussi, on obtient donc le champ. Donc vous pouvez faire ceci comme étant un exercice. Vous calculez la charge intérieure à l'aide de la relation suivante aussi, dans laquelle l'intégrale qui s'exprime par cette relation-là, mais cette intégrale, on doit faire attention, c'est-à-dire que R' varie entre 0 et grand R, et d de θ et d de z sont donnés comme étant 2 pi et h, et on obtient donc ρ0 grand R à la puissance 3 sur petit r, donc on obtiendra comme charge intérieure ρ0 fois 2 pi h grand R sur 3 grand R au carré. Et si je remplace ici, j'obtiens grand R au carré, et là c'est grand R, et on obtiendra un résultat peut-être égal ou différent, je ne sais pas. Bon. Bien. Je vous remercie. Assalamu alaikum.